Connaissez-vous Angry Birds? Si vous tapez ce nom dans la barre de recherche du Play Store, c'est impossible de tomber sur le premier Angry Birds. Cela sera pareil avec tous les anciens jeux de la licence, en passant par Angry Birds Rio et Star Wars. Ce n'est pas votre téléphone qui pète un câble, ils ont été supprimés. Alors qu'en 2010, au début des smartphones et tablettes, il y avait forcément sur l'écran d'accueil un Angry Birds de proposer. Ils étaient sur n'importe quel téléphone. Que s'est-il vraiment passé pour qu'Angry Birds disparaisse de vos téléphones? Et la vérité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Avant tout le succès que Red et ses amis ont reçu, on se doit de visiter les entrailles des jeux mobiles actuels, avec 3 étudiants banals d'Helsinki, qui pour l'instant ne le savent pas, mais seront la future équipe d'Angry Birds. 2003, ils vont aller à un événement de jeux vidéo finlandais. C'est assez simple à imaginer, des centaines de setups assez vieillots alignés avec des démonstrations de jeux vidéo. Vu comme ça, on peut croire que c'est assez petit, et pourtant ils avaient réussi à décrocher des gros sponsors, notamment un bien meilleur que les autres, même s'il ne rivalisera jamais avec celui d'AnimoGP. Cette marque, c'est Nokia. Il fabriquait ses téléphones incassables avec quelques émaux, des briques qui terrifieraient n'importe quel enfant de 10 ans. Et Nokia, ils étaient pas venus faire des petites vacances à la neige. Ils étaient là pour le business. Sauf que leur mission était un peu spéciale. Leur but, populariser leur téléphone auprès des développeurs. Bien sûr, Nokia sait que c'est compliqué de vendre une brique avec des performances de patates à des personnes qui veulent développer des applis performantes. C'est pour ça qu'ils avaient depuis quelques années développé une stratégie. L'entreprise proposait des outils gratuits pour créer des applis sur leur Nokia. La société était vraiment à fond pour créer et aider toute une communauté. Et ces applications, ça pouvait être des jeux jouables avec le clavier. À cet événement finlandais, ils organisèrent un concours, avec récompense bien sûr, sinon qui programmerait sur ça, alors qu'à côté ils avaient des PC et consoles de dernière génération. Sauf que nos 3 étudiants un peu passionnés de programmation, ils ne pouvaient pas passer à côté. Ils utilisèrent tous les outils que Nokia avait mis à disposition pour faire tourner un jeu sur téléphone. Sauf que pour impressionner le jury, ils n'y sont pas allés de main morte. Ça aurait pu être un remake de Snake ou un Tetris-like. Trop simple. Ils créeront à la place un des premiers jeux mobiles multijoueurs en temps réel. Rien que ça. Le but de leur jeu était de tuer avec des armes explosives la taupe d'en face. Bien sûr, ils ont gagné la compétition, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Et c'est par la suite de cet événement qu'ils créèrent leur entreprise, Rovio. Enfin, Reblade pour l'instant, ils la renommeront un peu plus tard. Des petits jeunes qui arrivent de nulle part et qui écrasent tout le monde à un concours Nokia, forcément ça ne passe pas inaperçu. Ils ont attiré un éditeur qui vendra leur premier jeu sous le nom de Molwar. Rovio était constitué au départ de 3 jeunes sortant des études, et pourtant ils avaient déjà peut-être un filon vers la gloire. C'est ainsi qu'ils continuèrent de créer des jeux mobiles, pour des téléphones avec peu de stockage, de capacité et des limites que même un enfant de 5 ans comprendrait en regardant ce type d'appareil. Ils enchaînèrent les jeux mobiles, mais sans succès énorme sur ce type de plateforme. Cela dura 1, 2, peut-être 3, 4, 5 ans. Oui, l'entreprise survécut avec 51 jeux sans gros succès pendant 5 ans. À un moment, ils y avaient cru en collaborant sur des adaptations de jeux d'EA. À ce moment-là, leur entreprise s'était agrandie, puis a de nouveau rapetissé après des échecs cuisants. Ils auraient pu s'arrêter au 51e jeu, retrouver des jobs plus stables, ils auraient pu abandonner, peut-être que les jeux mobiles, ça n'aurait jamais réellement de succès. Pourtant, ils ont sorti un 52e jeu. Ils se sont dit que oui, c'était bien les Nokia, mais que peut-être que cette marque en forme de pomme qui se lance dans les téléphones, ça serait bien de la tester. En plus, elle a une plateforme de téléchargement intégrée, pourquoi pas y publier un jeu? Ce choix de saisir une possible opportunité, eh bien je pense qu'ils ne la regrettent vraiment pas. Ce qu'Apple proposait, c'était pas une autre brique de compète. Ils ont lâché le clavier et utilisé un écran tactile pour créer l'iPhone 2G. On pouvait se connecter à Internet comme sur les ordinateurs, les Mac, et même télécharger via Internet des fichiers et photos. Pour Rovio, ce fut l'opportunité à prendre. Le store mettait en avant des jeux mobiles, en gros de la pub très efficace sans forcément payer. Ils créèrent leur premier jeu sur iPhone en sortant Angry Birds. C'était un simple jeu de casse-tête. On utilisait un lance-pierre pour propulser des oiseaux sur des cochons pour les tuer. Bien sûr, c'était pas si simple, certains cochons étaient protégés par des structures qu'il fallait détruire. Certains oiseaux avaient des capacités, se démultiplier ou prendre de la vitesse à un moment donné. Un enfant de 6 ans pouvait comprendre le jeu, tellement c'était simple d'utiliser le lance-pierre. En plus de ça, il coûtait seulement 1 euro, et ça causera un petit problème, mais on verra ça plus tard. Avec cette accessibilité en termes de prix et de public visé, ils avaient tout pour être un petit succès. Rovio avait eu 140 000 euros de budget, ce qui est énorme pour eux à l'époque. En même temps, s'il faut échouer, autant ne pas avoir de regrets. Sauf que le premier jour, le jeu se fait un peu télécharger. Le deuxième jour, c'est constant, toujours un petit peu. Troisième jour, une semaine, 2 semaines, le jeu était toujours loin de rentabiliser tous les investissements qu'ils avaient mis au départ. Ils avaient eu seulement une dizaine de milliers de téléchargements, mais pas assez pour ne pas perdre d'argent, et encore bien loin des bénéfices. Sauf que contrairement à tous leurs anciens jeux qui n'avaient pas le moyen de se faire connaître, le store Apple avait un système de recommandation. Comme sur YouTube, si vous interagissez avec une vidéo, la likez, la commentez et la boostez, il y aura plus de personnes à qui la vidéo sera recommandée.
Apple avait la même chose. Il suffisait que les personnes passent du temps à jouer à un jeu ou le téléchargent pour qu'Apple se dise « 3 personnes ont apprécié le jeu si on le proposait sur l'écran d'accueil d'un nouveau arrivant ». Puis c'est ainsi que commençait une boucle. 3 semaines après, le jeu arriva sur l'écran d'accueil du store, ce qui fait une énorme pub gratuite grâce aux joueurs et au temps qu'ils passaient dessus. Le jeu grimpait de plus en plus vite, ils remboursèrent les investissements, eurent quelques bénéfices du jeu, même beaucoup de bénéfices finalement. 12 millions de téléchargements en 10 mois. C'est comme si la Finlande entière avait téléchargé le jeu 2 fois. Pour Rovio, c'est une preuve que le futur du jeu vidéo se trouve sur téléphone. Ils ont récupéré 6 millions d'euros. Avec autant d'argent pour une équipe de 15, ça fait énormément de possibilités d'investissement. Réparer les toilettes bouchées des locaux, employer plus de personnes, développer des nouveaux chapitres pour leur jeu. Le PDG de Rovio, Michael Head, lui avait déjà sa petite idée en tête de que faire après ce succès. Quand on a des personnages reconnaissables par les joueurs et un concept de casse-tête réutilisable, n'importe qui comprendrait qu'il faut sortir d'autres versions d'Angry Birds. Notre PDG, il est d'accord avec ses projets, mais il voit plus loin qu'une suite de jeux mobiles. Il voit ces oiseaux comme de futures mascottes. 2010, ils vont déjà rendre leur premier jeu plus accessible en le publiant sur d'autres plateformes. Vous avez ainsi peut-être découvert Angry Birds sur PC ou Android, mais ils vont aussi sortir un nouveau jeu, Angry Birds Halloween, avec des niveaux exclusifs en rapport avec cette fête terrifiante américaine. Puis, il sera renommé en décembre Angry Birds Season, pour inclure des niveaux de Noël avec de nouveaux chapitres à chaque événement. 2011, on aura Angry Birds Rio, une collaboration avec ce petit film d'animation. Cette fois, on ne tuait plus de cochons, mais à la place, on percutait des singes et libérait des oiseaux. Avec ces 3 jeux, Rovio détenait entièrement les plateformes de téléchargement mobile. Les ventes explosaient, l'équipe de Rovio est passée de 15 employés à 250. Ils étaient au-dessus de tout le monde dans le mobile. Ils ont atteint fin 2011 650 millions de téléchargements. Si vous trouvez pas ça énorme, je peux rien faire pour vous. Avec tout cet engouement autour des oiseaux furieux, notre PDG qui a soif de grandeur pour cette licence, voyait des produits dérivés à l'effigie des personnages du jeu. Mais après Rio, il savait que transférer ces oiseaux dans d'autres univers, et bah ça rapportait pépette. Et quand on s'appelle Angry Birds, qu'on est connu dans le monde entier en à peine 2 ans, on n'essaie pas d'avoir la petite collaboration mignonne qui intéresse 6 personnes. Rovio voulait une collaboration de titans, avec une des licences cinématographiques les plus connues au monde, ce qui donnera ça. Cette petite boîte inconnue il y a 4 ans se retrouve à collaborer avec une des franchises les plus influentes de la planète. Ils vont déguiser Red et ses amis en personnages de Star Wars avec des pouvoirs tels que la force d'Obi-Wan Kenobi, des sabres laser et même la foudre de Palpatine. Ils pouvaient pas avoir plus reconnaissable que ça. En plus, ils avaient sorti Angry Birds Space en 2012, qui avait un système de gravité autour des planètes. Ce n'était plus un lancer plus ou moins haut, mais une trajectoire qui se déviait en fonction des points de gravité. C'est ainsi qu'en 2013, on atteint un niveau de reconnaissance mondial avec Angry Birds Star Wars. Vous avez pour beaucoup découvert Angry Birds avec ce jeu. C'était le pic de téléchargement pour Rovio. En plus de ça, il se diversifie à côté, avec une série de dessins animés. Des petits épisodes de moins de 3 minutes, mais en grande dose. C'était des petits sketchs entre cochons et oiseaux. Ils étaient diffusés sur les chaînes TV, en France on va en parler sur Gulli et Canal J, donc oui, 2013 a été une belle année pour Rovio. C'est vraiment le succès du moment. Le chiffre d'affaires continuait à augmenter. Là, j'ai seulement parlé des jeux principaux, mais ils avaient aussi beaucoup de succès avec les jeux secondaires. Le plus connu, Bad Piggies, un jeu axé sur les cochons qu'on massacre d'habitude. À la place, ils créent des machines qui doivent atteindre l'arrivée le plus vite possible. Totalement un autre gameplay, mais qui est toujours dans le monde d'Angry Birds. On avait Angry Birds Go, un jeu de course, en gros un Mario Kart sur mobile, mais avec les personnages d'Angry Birds. Et ces jeux secondaires arrivèrent à avoir leur petit succès. Sauf que 2014 pointe le bout de son nez, et c'est cette année-là où Rovio verra que le succès n'était que temporaire, que le jeu mobile s'était bien développé entre temps, et qu'il s'était peut-être fait dépasser. Rovio va en 2014 se rendre compte d'un problème, leur jeu ne rapporte pas assez. Alors qu'ils ont énormément de téléchargements, on se rapproche dangereusement des 3 milliards. Pourtant, si on compare leurs revenus sur le nombre de téléchargements, c'est très peu par rapport à la concurrence. Supercell a le double de tout le revenu de Rovio, seulement avec leurs bénéfices de 2012 et leurs 2 jeux. Candy Crush, le gros rival en termes de jeux de casse-tête qui font passer du temps aux toilettes, a atteint 1,5 milliard de revenus. Angry Birds et leurs 200 millions ne sont rien comparés à ces mastodontes. Et cette différence de revenus, il faut pas chercher bien loin
loin pour la comprendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais certains Angry Birds étaient gratuits. Enfin, pas entièrement. C'était plus des démos pour montrer à l'utilisateur ce qu'est le jeu. Puis pour avoir tous les niveaux, on payait le jeu souvent autour des 1€. C'était aussi une stratégie pour monter dans les classements du Play Store et de l'Apple Store, car ils avaient beaucoup de téléchargements, même si les gens n'avaient pas le jeu en entier. Sauf que cette technique de rémunération, Rovio a compris qu'elle n'était pas optimale. En même temps, ça se comprend, parce que chaque utilisateur va dépenser au maximum 1€ dans un jeu, ce qui est très peu. Ils ont juste toute cette rémunération parce que ce 1€ est multiplié par des millions d'utilisateurs. Supercell et Candy Crush, eux, n'étaient pas des jeux où il faut payer pour avoir tout le contenu. Comment se fait-il qu'un jeu payant se fasse démonter par des free-to-play? Ce secret de conception, ce sont les microtransactions. Le but d'un Clash of Clans, ça va être de faire attendre l'utilisateur pour le forcer à payer des gemmes et avancer plus rapidement dans le jeu. En gros, du pay to fast. Le fait de payer pour éviter d'attendre une journée. Candy Crush a son système de vie qui se recharge toutes les 45 minutes, mais aussi des bonus pour les niveaux trop compliqués qui nous bloquent. En fait, ce sont des jeux gratuits, mais certaines personnes vont payer 5€, 10€, voire des centaines d'euros pour avancer dans le jeu plus rapidement. C'est de là d'où sort tout l'argent que rapportent les jeux mobiles. Sauf qu'Angry Birds, eux, ils étaient toujours de la vieille école. Et donc, ils ne gagnent pas assez d'argent, ils sont tristes, donc pourquoi pas copier le voisin qui a le jardin le plus verdoyant? Était-ce le bon choix? Je vous laisse débattre en commentaire. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont édité un jeu secondaire en 2014, Angry Birds Epic. Le premier jeu d'Angry Birds free-to-play. Cette fois, c'est un RPG tour par tour. On choisit nos oiseaux avec certaines capacités pour vaincre les cochons ennemis. Le jeu était sympa, on pouvait crafter des objets qui pour farmer prenaient un certain temps, mais forçant ainsi à dépenser pour éviter de jouer des heures et des heures sans avancer et créer cet objet qui nous manque. On pouvait aussi regarder une pub pour accélérer certaines actions, sauf que chez les OG d'Angry Birds, ça n'a pas plu. Favoriser autant les microtransactions, même les forçant, rendait le jeu à certains moments pay to win. C'était comme une trahison de la part de Rovio. Même avec ce jeu, le chiffre d'affaires de Rovio entamait une légère descente. Les produits dérivés n'étaient plus autant vendus qu'avant, les anciens jeux s'essoufflaient aussi. Ils vont tenter un coup pour remonter dans l'estime des joueurs. Et ils se dirent, tiens, si on jouait sur la nostalgie. L'idée c'était pas de sortir un remake avec d'autres persos, mais de faire une suite au premier jeu. Franchement, c'était une bonne idée. Remémorer le classicisme du jeu, son univers d'origine, mais attention, il y aura quelque chose de bien différent, des tonnes de microtransactions. Ah bah oui, hein, c'est Rovio, faut de l'argent. On aura 5 vies. Et si on échoue sur un niveau, on en perd une. Et bien sûr, il faudra attendre pour les récupérer, ou sinon faire chauffer la carte bleue pour avoir des bonus et finir le niveau qui nous bloque, ou récupérer toutes nos vies sans attendre. En gros, merci Candy Crush de nous avoir donné tout le concept, et comme résultat d'un jeu censé sauver Rovio, 100 millions de téléchargements. Oui, c'est bien plus bas que les premiers jeux, mais Angry Birds s'accroche. Ça n'a pas manqué, les joueurs ont bien critiqué les microtransactions, mais pourtant, ils calment la chute. Peut-être seulement temporairement, car ils durent quand même licencier un tiers de leur effectif. C'est bien beau que le dernier jeu marche un tout petit peu, mais si on regarde les anciens jeux, bah ils ont toujours énormément de succès. Tous ces Angry Birds n'avaient juste pas de modèle rentable avec des microtransactions et des pubs pour rapporter assez d'argent pour Rovio. C'est pour ça qu'en 2016, ils vont rendre tous ces jeux payés 1€ totalement gratuits. Chacun des vieux jeux va voir apparaître des tas de microtransactions pour copier le modèle économique d'Angry Birds 2. Ils vont donc se prendre des bénéfices sur les jeux sortis il y a 7 ans et ça portera ses fruits. Ils rapporteront à nouveau de l'argent, mais Rovio maintenant n'était plus seul sur le marché. Leur place sur les écrans d'accueil avait été volée. Il manquait de visibilité. Rovio, ces petits coquins, ils avaient déjà prévu un plan pour booster les Angry Birds. Et pas booster un seul jeu, booster tout leur jeu. Cet espoir était un film d'animation adapté du monde d'Angry Birds. Il avait quasiment l'obligation de faire raviver la hype autour d'Angry Birds. Le film sort en 2016, un film que j'ai apprécié personnellement. Il racontait l'histoire de Red et tous les oiseaux iconiques du jeu, et ce fut un succès au box-office. On parle de 300 millions de dollars, de quoi rassurer Rovio qui va pouvoir continuer à s'appuyer sur Angry Birds. Il prévoyait déjà une suite au film, et ça a permis de remettre un coup de projecteur sur les jeux Angry Birds. Et je pense que depuis le début, vous voyez que le succès tangue un peu. Ça s'en va, ça revient, ça fait de tout petits rien. Mais la question, c'est quand est-ce qu'ils ne pourront plus remonter? Tout ce buzz n'était que temporaire. Oui, ils sortirent des tas de jeux secondaires, mais ils ne faisaient que temporiser la descente. Des copies à répétition avec quelques petites démarcations, mais concrètement, c'était toujours les mêmes jeux, avec le même système de microtransactions. 2019, le second film sort.
toujours bons au box-office, mais Rovio, ils vont se rendre compte d'un truc, ils ont gagné bien plus les dernières années avec les films comparé à leurs jeux vidéo. Et ça les a fait paniquer. Leurs jeux mobiles ne plaisaient plus, même s'ils avaient atteint 4 milliards de téléchargements en tout. Les nouveaux jeux ne rivalisaient jamais avec le succès des anciens. S'ils ne faisaient rien, Angry Birds ne serait plus leur poule aux œufs d'or, mais une poule avec des carences en vitamine D. C'est là qu'arriva un choix radical. Ils ont supprimé de l'App Store tous les anciens jeux Angry Birds. On parle de leur plus gros succès quand même, des jeux qui avaient fait leur temps et ouvert l'ère du jeu mobile. Ils ont tous disparu des téléchargements les uns à la suite des autres. Mais pourquoi ont-ils fait ça ? Et la vérité peut vous déplaire. En fait, la réalité, c'est que pour Rovio, ce fut une stratégie. Ils ont considéré que tous ces anciens titans d'Angry Birds faisaient de l'ombre à tous leurs nouveaux jeux, parce que les gens préféraient retourner sur les anciens jeux que les nouveaux. Pensez-vous que c'était une solution ? Était-ce la solution ? Tout ce qui restait, c'était les jeux secondaires, et leurs jeux qui ont des modèles économiques optimisés pour être rentables. Ils ressortirent plus tard un remake du premier jeu Angry Birds sous le nom de Red First Light en 2022, pour tenter de ressurfer sur la nostalgie, avec exactement le même système qu'en 2009. Acheter le jeu à 1€, sans vie et microtransactions à foison. Ce fut un petit succès, mais je ne sais pas comment, Rovio avait complètement oublié qu'il ne bénéficiait pas d'assez d'argent avec ce type de jeu, donc il fut supprimé en 2023. C'était un des derniers jeux originaux. Maintenant, vous trouverez sur l'Apple Store et le Play Store uniquement des jeux récents, bourrés de microtransactions et de pubs. Même si la licence est toujours présente, elle a perdu beaucoup de joueurs depuis 2013. Oui, Angry Birds n'est pas mort, ils n'ont juste jamais été aussi peu populaires. La destruction de tous leurs anciens jeux mythiques a brisé cette nostalgie qu'on avait. L'époque où on jouait sur les téléphones de nos parents a des tas de jeux qui mériteraient peut-être une vidéo.